me présente rapidement, je suis Sébastien Chevrel, directeur exécutif des activités banque, finance, assurance au sein du groupe Altran. Je suis ravi de vous retrouver ce soir au sein du vaisseau amiral du groupe Altran Libertis dans le cadre de cette quatrième conférence de notre cycle de conférences 2010-2011 Altran Financial Services, qui aura donc pour thématique ce soir la mutualisation. Jamais le monde n'a été aussi intelligent, jamais le monde de la finance n'a été, je dirais, entre les mains de grands spécialistes, qu'ils soient mathématiciens, prévisionnistes ou autres, et on n'a jamais eu aussi peu de lisibilité. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention, ne pas mélanger les prévisions et la vision. C'était une ère qui a commencé à l'après-guerre et qui a été la reconstruction d'abord, euphorie de la reconstruction, et puis ensuite modernité, arrivée de la grande innovation sociale qui nous a tous donné une envie de consommer, une envie de réaliser, et puis après, eh bien on y est. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où la satiété matérielle ne suffit pas à l'épanouissement d'une société. Il faut autre chose. Nous avons perdu des chefs d'entreprise patrimoniaux, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui s'engageaient avec leurs convictions personnelles, des savoirs, des compétences, de l'engagement, avec leurs propres deniers, qui s'engageaient pour développer des tissus économiques et qui, pas à pas, ont construit toute l'évolution du 19e siècle qui a fait quand même la grande effervescence de l'industrie française. Ces chefs d'entreprise patrimoniaux, découragés, sans succession, assaillis par les banques, encadrés par la réglementation, ont passé la main en laissant les entreprises à des dirigeants sans affect, à des dirigeants qui sont apatrides, sans âme, dont le seul objectif est la rentabilité des capitaux investis. Comment voulez-vous que nous rémunérions de l'épargne à un taux supérieur de la croissance d'une économie sans vous faire payer le risque? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de richesse autre que celle que crée l'économie. Lorsque les économies sont atones, qu'elles créent un développement entre 1,5%, quand on a le moral, 2, 3%, 6% pour certains pays à risque fort et très élevé, comment voulez-vous que notre épargne, à nous, petits Français, soit rémunérée à un taux supérieur de la croissance de notre pays? Le capitalisme, c'est un outil financier. Ce n'est pas un mode de pensée, ce n'est pas porteur de valeur, Dieu merci. Ce qui est porteur de valeur, c'est le libéralisme. Le libéralisme, il est noble, il met l'individu au cœur de l'objectif. Qu'est-ce qu'une société libérale? On a tout essayé. On a essayé les collectivismes, on a essayé les dictatures, on a essayé toutes sortes de systèmes. Il n'y en a qu'un qui porte l'avenir. Il n'y en a qu'un qui crée de la richesse et du développement, c'est le libéralisme. Le capitalisme, rappelez-vous ce qu'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est des femmes et des hommes qui mettent des capitaux en commun, vous peut-être, par les actions que vous pouvez avoir dans un portefeuille, dans le seul but, améliorer votre capital et, si possible, avoir une rémunération forte. À côté, il y a la société de personnes ou société coopérative. Ce n'est pas un machin socialo-communico, je ne sais pas quoi. C'est un système libéral. C'est des femmes et des hommes qui mettent des capitaux en commun, comme dans la société de capitaux, mais non pas dans le but d'avoir l'intérêt maximum de l'argent qu'ils ont placé, puisque de toute façon la rémunération du capital est plafonnée par la loi, au taux des OAT à 10 ans, c'est un indice. Donc ça ne peut pas être l'intérêt de l'argent, on va simplement préserver votre épargne par l'intérêt de l'argent. Il faut qu'il y ait un autre but. L'autre but, il repose sur 3 pieds. Premièrement, la coopérative vous doit la compétitivité, c'est-à-dire si vous adhérez à une coopérative, fût-elle bancaire, vous n'allez pas venir dans cette coopérative parce qu'elle est bancaire et coopérative. Vous allez venir parce qu'elle vous apporte un bon service. Donc la compétitivité. Sans compétitivité, il n'y a aucune raison d'être adhérent d'une coopérative. Le deuxième point, c'est qu'une coopérative, elle ne peut pas faire le développement économique ailleurs que sur le territoire pour lequel elle est faite. Le troisième point, c'est la solidarité. Alors, quand on dit solidarité, coopérative et banque, les gens ils se marrent, ils disent « Ouais, tu as déjà vu une banque solidaire ?» Attends, oui, nous sommes par statut solidaires de nos adhérents. Nous sommes par statut solidaires des membres de la coopérative, dans ce qu'on appelle le pacte coopératif. C'est que lorsque vous êtes dans une coopérative et que vous avez gagné beaucoup d'argent à la fin de l'année, il faut donner du sens au résultat, puisque vous n'avez pas la contrainte de l'entreprise capitaliste, où à la fin de l'année, les actionnaires arrivent, raflent la mise, remettent les compteurs à zéro et disent « il faut être coché, vous recommencez encore mieux que l'année dernière ». Dans la banque coopérative, le résultat, il est affecté à la coopérative. Le mutualisme est porteur d'une vision pour notre société. Et vous dire en conclusion que peut-être je vous suis apparu un peu utopique, mais que l'utopie est une nourriture indispensable pour donner de la dimension à l'avenir. Merci. On retrouve en fait, à travers l'expérience des frères Jacob-Émile Pereire et Isaac Pereire, donc,
l'émergence même du secteur coopératif au XIXe siècle, au même moment en fait, de l'émergence d'un mouvement philanthropique de lutte contre la pauvreté. Les fondements même de la philosophie des Pereire, c'est la stratégie saint-simoniste. C'est quoi la stratégie saint-simoniste? Eh bien, premièrement, c'est la lutte contre, alors je reprends les termes, hein, le parasitisme des oisifs, tels que les propriétaires fonciers. Alors les termes sont un peu forts parfois, hein, les capitalistes même, contre l'accaparement de rentes de situation, la non-allocation de l'épargne vers des projets vraiment productifs. Il faut allouer l'épargne à des projets productifs et éviter la ponction de l'État d'une partie de cette épargne, ce qu'on appelle l'effet d'éviction en économie, et au contraire réorienter cette épargne vers des mouvements associatifs, les collectivités locales, etc. On va en parler. Alors les banques mutuelles sont considérées par les Pereire comme plus efficaces que les banques classiques. Et il y a une remise en cause donc, de cette idée que les banques classiques seraient plus efficaces. Pourquoi? Premièrement, les sociétés de crédit mutuel ont une relation de proximité plus forte, donc peuvent mieux diminuer les coûts de transaction, le coût d'accès des services, le coût d'accès au marché. Ces sociétés de crédit mutuel peuvent également faciliter la coopération sociale entre des membres qui sont des sociétaires et qui détiennent des parts sociales de la société de crédit mutuel. Et ensuite, donc, ça évite, ça limite le phénomène du passager clandestin. Le passager clandestin, selon les Pereire, est un symptôme caractéristique des organisations, des grandes organisations financées par la haute banque. En gros, ça consiste, sans faire d'efforts, à bénéficier des efforts d'autrui. Les mutuelles ou les coopératives n'ont pas, en fait, de propriétaires. Nul ne peut revendiquer, en fait, le droit de propriété. Chacun décide de ce qui est meilleur pour lui. Il y a une décision qui est réalisée à la majorité, une réunion en conseil d'administration, en assemblée générale, et les sociétaires vont élire, en fait, le conseil d'administration. Les sociétaires sont informés des résultats de l'organisation. Tout se passe en fait au plus près du territoire, et donc il y a des communications régulières qui sont faites pour informer l'ensemble des sociétaires sur les enjeux stratégiques des groupes. Le mutualisme bancaire, lui, repose dès les années 50 sur l'idée, alors vous savez que les paysans payaient l'allocation du bétail en fait, et à chaque mauvaise récolte, il y avait de l'endettement de la part des paysans qui devaient payer en fait leur loyer, et les usuriers très souvent confisquaient même leurs biens. Donc, d'où l'idée ensuite de créer une association qui achèterait le bétail et qui aiderait, qui céderait aux paysans un prêt à taux modéré. Voilà, et ce système a très rapidement évolué vers un système de prêt d'argent aux paysans, tout simplement. Et c'est principalement la bourgeoisie locale donc, qui a mis à la disposition ce système, avec la possibilité de mutualiser les ressources des uns et des autres pour constituer également des garanties, prélever le cas échéant une somme sur le montant de crédit versé pour également alimenter ce fonds. Alors, le crédit mutuel au XIXe siècle a été influencé par la loi notamment Waldeck-Rousseau de 1884 qui a développé l'associationnisme financier et notamment qui a permis la constitution de crédits à la paysannerie, pardon. Et c'est en 1890 que le crédit mutuel a développé en fait, de plus en plus ces crédits à l'agriculture. Les banques populaires, donc les banques populaires a toujours été davantage spécialisées dans l'industrie et le grand négoce. Alors ici, ce sont plutôt les artisans et les commerçants qui se voient l'accès refusé. Et ce n'est que sous le Second Empire, en 1966, que sont créées les sociétés donc, du crédit populaire. Alors le but commun de ces trois groupes bancaires, le but commun, c'est d'abord leur capacité d'adaptation à la mondialisation et à la libéralisation. Et contrairement aux pays anglo-saxons où les banques coopératives ont abandonné leurs particularités, pour notamment la question du financement sur les marchés financiers, les banques mutualistes françaises ont tenu à conserver ce statut tout en acceptant de remettre en cause certains aspects économiques contraignants. Elles ne rémunèrent pas d'actionnaires, ne peuvent pas être la cible d'OPA. Le modèle rendement-conséquence du risque-prix a montré ses limites. Et les petits épargnants, ainsi que les institutionnels d'ailleurs, vont se focaliser aujourd'hui davantage
sur la sauvegarde de leur épargne que sur sa croissance finalement. La sauvegarde de l'épargne est plus importante que la croissance de l'épargne.